Bienvenue à Dossier Mystère. Le spiritisme, c'est l'art de communiquer avec les défunts. Le phénomène est né aux États-Unis au milieu du 19e siècle. De là, il a vite conquis le Canada, puis l'Europe. Le spiritisme a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques à cette époque. Par des moyens souvent fort ingénieux, des chercheurs ont tenté de valider la réalité de ces échanges avec le monde des morts. L'un de ces scientifiques, le Canadien Thomas Glendenning Hamilton, est vite devenu une figure de proue dans ce domaine. La soirée est encore jeune lorsque la voiture s'immobilise devant une chic demeure du boulevard Anderson, dans le quartier huppé de Westgate. Il s'agit d'un cottage à 2 étages de style hollandais, une parfaite maison de bourgeois. Par les grandes fenêtres illuminées du premier, l'homme remarque que la maison semble déserte. Mais il sait qu'il n'en est rien. En fait, il y a peut-être plus de visiteurs dans cette maison qu'il n'y a d'invités. L'homme vient rejoindre un groupe rassemblé dans une pièce spécialement aménagée au 2e étage. Des hommes et des femmes sont assis sur des chaises, formant une sorte de fer à cheval. Dos aux invités, une quinzaine d'appareils photographiques. Leur objectif braqué sur le groupe. Tous les appareils sont reliés à un déclencheur à distance. Au centre est placée une petite table en bois. En silence, tous les participants se prennent par la main et collent leurs pieds sur ceux de leurs voisins, formant ainsi une chaîne humaine. Commence alors l'étrange séance. L'esprit, ami de l'autre monde, désirez-vous communiquer avec nous? Mes amis, êtes-vous là? Soudain, un bruit se fait entendre, celui d'un meuble mal ajusté qui vacille sur ses pattes. Finalement, dans l'éclair du flash, c'est l'étonnement. La table flotte maintenant à l'envers, à 1 mètre du sol. Tous n'ont qu'une pensée, pourvu que la photo soit bonne. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que l'on enterre quelques 8 millions de victimes du conflit, l'intérêt pour les recherches psychiques et communication avec l'au-delà connaît un regain sans précédent. En France, l'Institut Métapsychique International se livre à toute une série d'expérimentations sous les directives du docteur Charles Richet, prix Nobel de médecine de 1913. Au Canada, c'est aussi un médecin, le docteur T.J. Hamilton, qui va devenir le fer de lance de cette recherche controversée. Le docteur Glenn Hamilton est un personnage fascinant. Il est né en Ontario et s'est établi au Manitoba où il est devenu médecin. Sa carrière a été très riche. Il a été membre du corps législatif du Manitoba et l'un des responsables de la faculté de médecine de l'Université du Manitoba. Durant les années 1930, il était aussi sans doute le plus célèbre chercheur canadien en parapsychologie. Un ami à lui, le docteur Allison, qui était attaché au département d'anglais de l'Université du Manitoba, s'est rendu aux États-Unis pour y voir une femme qui, par le biais d'une planchette Ouija, disait recevoir des messages d'une défunte du nom de Patience Worth. Cette Patience Worth aurait dicté de l'au-delà toutes sortes de livres allant de la nouvelle à la poésie, et ce, à un rythme étonnant.
À son retour, le docteur Allison a parlé de cette histoire à Hamilton. Je crois que c'était en 1918. Et c'est probablement ce qui a allumé son intérêt. Thomas Glendinning Hamilton a commencé à s'intéresser à la recherche psychique après la mort de son jeune fils, survenu à la fin de la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il a été incapable d'en faire son deuil et que cela a probablement contribué à éveiller son intérêt pour l'au-delà, peut-être pour découvrir ce qui était advenu de son fils. Hamilton aménage le laboratoire dans la grande chambre du deuxième étage de sa résidence du boulevard Henderson. Il est plus que conscient de l'importance qu'auront les photographies prises lors de ces séances. Elles deviendront le point d'appui de ses recherches. Afin de documenter certains de ces phénomènes, Hamilton avait monté une série de caméras et de flashs automatiques qui pouvaient être activés dans l'obscurité la plus totale. Il y avait là des caméras stéréoscopiques et d'autres placées de manière à couvrir certains angles ou à prendre des gros plans. Son idée était de photographier ces manifestations dans la noirceur. Au fil du temps, il a effectivement produit des clichés montrant des objets qui semblent jaillir de la bouche, du nez ou des oreilles des médiums. Ces éléments, ce sont des ectoplasmes. Substances qui se dégageraient du corps des médiums et qui formeraient des parties du corps humain ou des objets divers. Durant les années 1920, Hamilton et ses collègues étudieront tous les phénomènes associés aux communications spirites, mais surtout les manifestations d'ectoplasmes. Fidèle à sa règle, Hamilton ne fait appel qu'à des médiums non professionnels, bénévoles, qu'il connaît personnellement et qui acceptent de se soumettre à toutes les mesures de contrôle qu'il leur impose. À son arrivée, le médium est fouillé de façon à s'assurer qu'aucune substance étrangère ne puisse être introduite dans le laboratoire. Ensuite, une fois dans la pièce, le spirit est invité à tendre les mains aux participants placés à ses côtés. Durant toute la tenue de l'expérience, les mains du médium ne quitteront pas celles des gardiens. Et c'est pendant la transe que les esprits se manifestent par le biais d'ectoplasmes. Je pense qu'une grande partie de l'intérêt vient des photographies elles-mêmes. Ne dit-on pas qu'une photographie vaut 1000 mots? Les gens croient ce qu'ils voient sur les photographies. Hamilton était un médecin, une profession qui lui assurait une position de choix dans la communauté et une aura d'honnêteté et d'intégrité. Il était membre du Parlement provincial et jouissait d'une grande crédibilité. Le fait qu'il ait pu photographier l'objet de ses recherches et que ses clichés pouvaient être évalués indépendamment de lui légitimait son honnêteté. C'est ce qui lui a sans doute permis de faire ses recherches sans avoir à subir d'attaques personnelles. Entre 1928 et 1933, T.J. Hamilton organise des dizaines de séances du genre. Des invités triés sur le volet viennent des 4 coins du monde pour assister à ces expériences. Parmi eux figure le romancier Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, et le futur premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, venu s'entretenir avec le docteur Hamilton. Il n'y avait pas que des avocats ou des médecins qui s'adonnaient à ce genre de recherche. Dans les années 1930, même le premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, s'intéressait à ces phénomènes de survie et de communication avec l'au-delà. Si les séances et les photos réussissent à convaincre Hamilton et ses compagnons que l'âme survit après la mort, nombreux sont ceux qui n'y voient qu'une supercherie. Il est tout à fait certain que Hamilton croyait dans ces phénomènes. Je pense que lui n'aurait jamais accepté de participer sciemment et volontairement à une fraude, quelle qu'elle soit. Cela dit, il est vrai que plusieurs photographies sont douteuses, et c'est ce qui entretient l'idée que des fraudes ont quand même pu être perpétrées par certains des participants. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Ses recherches étaient rigoureuses et il appliquait une certaine méthodologie scientifique. Pourtant, dans plusieurs cas, ces photographies montrent des phénomènes qui semblent fabriqués.
ou qui auraient pu être facilement fabriqués. On peut se demander pourquoi les participants étaient-ils autant convaincus de leur authenticité. À l'époque, tous les gens impliqués directement dans ces recherches étaient convaincus de leur authenticité et qui plus est le sont demeurés par la suite. 30, 40 ou 50 ans après ces recherches, les participants continuaient d'écrire de manière positive sur leurs expériences. Plusieurs des médecins et des politiciens impliqués ont raconté qu'il aurait été très difficile pour le médium d'introduire quelque chose dans la pièce. Et rien n'en sortait non plus. La pièce elle-même était vérifiée. Mais personne n'aurait pu y laisser quelque chose qui aurait pu être utilisé par la suite pour faire croire à une manifestation. Il y avait donc de nombreuses restrictions et une excellente méthodologie pour étudier ce qui se passait tout en éliminant la possibilité d'une manipulation. Hélas, la fraude ne peut jamais être tout à fait exclue. À la fin de chaque séance, un procès-verbal des événements observés était signé par chacun des participants. Il est donc peu vraisemblable que tous ces gens aient donné leur aval à de tels canulars. Les sceptiques affirment qu'il aurait été plus profitable de conserver un échantillon de ces ectoplasmes pour l'analyse, plutôt que de les photographier. De plus, comment se fait-il qu'aucun médium ne produise aujourd'hui de ces ectoplasmes si populaires jadis? Le phénomène des téléplasmes est très intéressant. À cette époque, c'était un phénomène très répandu. Un phénomène à la mode, dirait-on. Dans certains cas, les téléplasmes présentaient des images de personnes ou d'objets. Aujourd'hui, les gens regardent ces photographies et les trouvent tout à fait ridicules. Aujourd'hui, nous cherchons davantage le divertissement. Au fil du temps, nous nous sommes tournés vers la radio, la télévision et plus récemment les jeux vidéo et l'Internet. L'idée de se réunir tous les soirs, semaine après semaine, pendant des mois uniquement pour produire ce genre de phénomène est tout à fait ennuyeuse. C'était si ennuyeux que plusieurs médiums travaillant avec Hamilton ont souhaité mettre fin à ces rencontres. Ajoutez à cela que plusieurs d'entre eux ignoraient ce qui se passait puisque les phénomènes étaient produits en transe, donc à leur insu. Je pense que le fait que des phénomènes comme l'écriture automatique, les ectoplasmes ou les téléplasmes puissent être facilement reproduits par des magiciens de scène a tiré un trait sur ce genre de démonstration, puisqu'elles sont trop faciles à truquer. Les gens demandent des preuves plus concrètes. Depuis les recherches de T.J. Hamilton, le spiritisme s'est transformé, tant et si bien que l'art de faire tourner des tables a pratiquement disparu. Aujourd'hui, les médiums canalisent directement les énergies de l'au-delà, d'où leur nom de channelers. Mais au fil des ans, une chose n'a jamais changé. Notre insatiable désir de garder ce contact privilégié avec les personnes disparues qui nous ont été chères. Un désir qui, à défaut d'être rationnel, n'en reste pas moins très humain. Lundi, dès 20h, Super Science pose un regard scientifique sur des phénomènes inexpliqués et controversés. Et à 21h, suivez le docteur Phil De Vries dans l'univers surprenant des minuscules prédateurs de bestioles à l'attaque. Soyez au rendez-vous lundi dès 20h à Canal D. À ce soir. Bisous. Mikey Mike, à soir, quart de finale, t'es-tu prêt, le grand? Ben là, je viens juste de m'inscrire à une causerie sur l'évolution de la parole des femmes au 19e siècle. Hein? Oh, ça réfléchit comme quelqu'un qui a un petit cœur. Retrouvez vos esprits avec le râpé clair au poulet de McDonald's. Essayez-le aussi avec poitrine de poulet grillée assaisonnée et une délicieuse sauce moutarde au miel. Dis que t'avais déjà l'évolution du mâle à quatre pattes dans la boîte. Quand je me prépare à bien m'amuser, je m'assure toujours que j'ai mes 3 choses préférées avec moi. Daniel, Julie et mon téléphone. Donc, je peux appeler des tonnes de célibataires sexy. C'est gratuit, alors qu'attendez-vous? Venez nous joindre. Appelez dès maintenant.
Lorsque nous avons perfectionné le vu de Saturne, nous avons conçu un véhicule d'une maniabilité plus européenne. Porter une attention particulière à la finition de chaque détail, tout en ne faisant aucun compromis sur la sécurité ou l'économie d'essence. En somme, nous avons réinventé le raffinement sous tous ses angles. Voici le nouveau vu 2008 de Saturne, la plus récente avancée de la famille Saturne. Mon fils s'en va à l'université, il a besoin d'un ordi portatif. Puis on a tout ce qu'il lui faut, l'ordi, les logiciels, les accessoires. OK. Comment j'installe ça? Pour l'installation, tu as juste besoin d'un manuel. Un manuel? En fait, on ne dit pas manuel, hein, mais bien Manuel du Geek Squad. Well? Obtenez ce qu'il vous faut pour la rentrée avec des ordinateurs portatifs à partir d'aussi peu que 499 $. Best Buy! Ces bouchées collations All Brand sont délicieuses. Elles sont super. Elles sont bonnes rares. J'adore les bouchées collations All Brand. Les nouvelles bouchées collations All Brand de Kellogg ont bon goût. Je l'ai craché. Faites des fibres à vos amis avec les bouchées collations All Brand de Kellogg. Allô, amoureuse de la mode. Aujourd'hui, vous verrez quoi porter et ne pas porter pour prendre l'autobus. Go! Go! Ritmans 1, haute couture 0. Ritmans conçu pour la vraie vie. Ah! À la fin du 19e siècle, en quelques années, le spiritisme est passé d'une croyance marginale à une activité bourgeoise à la mode. Parmi ses adeptes, il y avait des intellectuels et des artistes, bien sûr, mais aussi des têtes couronnées, dont l'influente reine Victoria et plusieurs personnalités de l'élite politique du temps. Dans la grande maison de l'avenue Laurier, à Ottawa, règne un silence inhabituel. Cette vaste résidence à 3 étages, qui généralement fourmille d'invités et de domestiques, semble pour l'instant tout à fait déserte. Ou presque. Give us a sign. Knock once for no and twice for yes. Do you wish to communicate with us? For several months, I've been thinking to resign from the Liberal Party. Should I do it? The unemployment is still very high, all across the country. Will the labor program proposed by Mr. Bennett change something? Si notre homme semble tant s'intéresser à la politique canadienne, ce n'est pas par hasard. C'est que notre réputé médium se nomme William Lyon Mackenzie King, chef du Parti libéral du Canada. En 1908, alors que Mackenzie King commence à briller au sein du Parti libéral du Canada, rien ne laisse croire que celui-ci deviendra un adepte du spiritisme. Célibataire, très près de sa mère, il mène une vie austère. Durant la Première Guerre mondiale et juste après, la famille a commencé à se briser. Son père est mort, puis sa mère, son frère et sa sœur. Cette famille, ce cocon, le seul dans lequel Mackenzie King se soit senti confortable, a pratiquement été réduit à néant. Il a commencé à se sentir très seul. La perte de sa mère, qui avait exercé une emprise considérable sur lui, l'a certainement angoissé, la perte de sa mère après son décès. Le spiritisme est venu combler un besoin important dans sa vie. I see
see some people just around you. There's a woman. An old woman. It was not unusual. Ce genre d'intérêt n'était pas si marginal. Et faut-il le rappeler, pour Mackenzie King, cela n'avait rien de contradictoire avec ses propres convictions religieuses. Pour lui, ce n'était qu'un autre véhicule pour communiquer avec un univers inconnu. En mars 1925, Mackenzie King, qui s'intéresse de plus en plus aux sciences occultes, consulte une certaine Rachel Bliney, une voyante de Kingston, en Ontario. I feel celebration. La médium lui prédit une écrasante majorité au scrutin d'octobre 1925. Effectivement réélu, King mettra toute sa confiance dans le pouvoir des médiums. Quiconque a jamais étudié Mackenzie King sait que l'important pour lui, ce n'était pas tant les messages, que le sentiment que ses proches disparus continuaient de veiller sur lui. Il a toujours été fasciné par certains nombres et par cette façon de comprendre le sens caché des choses. Certains appelleraient cela de la superstition. Il est arrivé qu'en pleine chambre, il était assis à son pupitre, à son siège, et il a observé il a remarqué que plusieurs députés conservateurs étaient manquants. Et en fonction de la disposition des bancs et des absents à ces bancs-là, il a réussi par une gymnastique mentale qui est assez difficile à décrire. Il a commencé à soutirer des chiffres de cet épisode-là. Il a commencé à voir le chiffre 30 à cause de la disposition des bancs et des députés qui étaient assis sur les bancs. Et donc, le chiffre 30, à partir de là, a pris une certaine importance dans sa vie. En 1930, Mackenzie King est défait aux élections. Ses responsabilités publiques étant diminuées, King peut dès lors consacrer plus de temps à ce qu'il appelle ses recherches psychiques. Cependant, la discrétion est de mise. Ses plus proches conseillers voyaient ce qu'il faisait. L'un d'eux a même écrit dans son journal que tout cela était, politiquement parlant, de la dynamite. Si cela venait à être connu, la réputation de Mackenzie King en souffrirait. En 1948, William Lyon Mackenzie King se retire de la vie publique. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il entretiendra avec l'au-delà une relation privilégiée. Bon nombre de ses expériences avec le monde occulte sont relatées dans son journal intime. Ce journal-là, Mackenzie King avait demandé qu'il soit détruit, en particulier les passages qui reflétaient certains aspects de sa vie privée, entre autres son intérêt sur le spiritisme. On peut supposer que c'était ça. Ses héritiers ne se sont pas entendus sur ce qu'ils devaient faire parce que les pensées politiques et relatives à la vie privée étaient enchevêtrées sur un même document. Donc, c'est impossible de procéder à un découpage. Le journal est demeuré intact et a servi à plusieurs historiens. Aujourd'hui, il est disponible sur l'Internet, sur le site du gouvernement du Canada, sur les archives nationales. Le 22 juillet 1950, Mackenzie King meurt paisiblement dans son lit du domaine Kingsmere. Après une vie consacrée au peuple canadien, il peut maintenant aller rejoindre cet au-delà qu'il a tant invoqué en secret. C'est ainsi que se termina la double vie de Lyon Mackenzie King. Un historien de l'Université d'Ottawa a écrit un article très intéressant sur Mackenzie King et le monde des esprits. Essentiellement, ce qu'il disait, c'était « Comment est-il possible de vivre une double vie ?» Comment peut-on le soir être si passionné par l'au-delà et le jour s'en détacher complètement? Tout cela a certainement dû avoir un impact.
Je pense que les séances de spiritisme, ses croyances dans les esprits, dans l'au-delà, ainsi de suite, je pense que ça n'a jamais exercé la moindre influence sur sa politique. Et surtout pas pendant la guerre, parce qu'il a renoncé d'ailleurs au spiritisme durant cette période-là de sa carrière politique. Malgré les recherches menées par le Dr T.J. Hamilton dans la première moitié du 20e siècle, malgré l'intérêt passionné de plusieurs personnalités publiques et politiques, malgré les progrès scientifiques, la preuve de l'au-delà reste encore à faire. 150 ans de communication médiumnique n'ont pas apporté cette preuve irréfutable dont rêvaient les spirites. Avec humour, Woody Allen disait « Je ne crois pas à l'au-delà, mais j'en porte quand même un caleçon de rechange. » Sage précaution. Au Mardi Dangereux, dès 20h, les Ultimes vous dévoilent des évolutions technologiques qui repoussent sans cesse les limites. Et à 21h... Dans les studios de la CTTV à Toronto, une expérience inusitée est sur le point de se dérouler devant les caméras. Les vedettes du jour, 8 personnes assises autour d'une table. Un peu en retrait, sur une tribune surélevée, 3 hommes prennent place comme observateurs. Il y a là le pasteur Lindsay King, le psychologue Joel Whitten et le docteur George Owen, directeur scientifique de la Société de recherche psychique de Toronto. Sur le plateau, un régisseur donne le signal. L'expérience peut commencer. Les participants passent leurs mains à plat sur la table, puis entament leurs incantations. Are you there, Philip? I want to see you, Philip. Presque aussitôt, la table se soulève, comme si elle était douée d'une vie propre, au grand étonnement des participants. Mais bientôt, il apparaît que le dit Philip n'apprécie pas trop sa position au milieu de l'assistance. Il entraîne vers le révérend King la table, et avec elle les 8 médiums, qui s'efforcent tant bien que mal de garder leurs mains sur le plateau. Une fois immobilisé, un des participants suggère à l'ecclésiastique de dire bonjour à Philip. Hello, Philip. Aussitôt, la table se soulève. Le seul problème, c'est que Philip n'existe pas et n'a jamais existé. Philip est un fantôme imaginaire, un fantôme créé de toutes pièces. À l'automne 1972, le docteur George Owen, directeur de la Société de recherche psychique de Toronto, élabore une expérience singulière. George Owen était un mathématicien, généticien, qui était en Angleterre à l'Université de Cambridge et qui s'est intéressé au cas de poltergeist. Avec l'aide de 8 personnes, 3 hommes et 5 femmes, qui n'ont a priori aucun don pour communiquer avec les esprits, le Dr Owen va mener une des plus importantes expériences parapsychologiques du 20e siècle. Philip, le fantôme imaginaire. Philip, le fantôme imaginaire, est une expérience menée par un groupe de recherche en parapsychologie de Toronto pour démontrer que certains événements à caractère paranormal peuvent se produire sans l'intervention d'esprits venus d'ailleurs. Il s'est aperçu qu'au lieu de privilégier l'interprétation spirit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des manifestations physiques sur les lieux, les spirites disent que ce seraient des esprits d'êtres décédés qui se manifesteraient, eh bien, lui a plutôt opté pour l'interprétation dite naturelle, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui, par des mécanismes qui demandent à être expliqués, eh bien, reportent leur énergie sur la matière ambiante. Le Dr Owen demanda tout d'abord au groupe des 8, comme il fut baptisé, d'imaginer un personnage, de lui donner un nom, un âge, un sexe et une nationalité. Ainsi naquit Philip, 30 ans, issu de l'aristocratie britannique, vivant au milieu du 18e siècle à Diddington Manor, dans le Warwickshire, en Angleterre. Ils durent ensuite mettre Philip en contexte.
On lui trouve donc une épouse, Dorothy, femme hautaine et frigide. Il donne également vie à Margot, jeune et belle gitane, de qui Philip tombe follement amoureux. Hélas, Dorothy découvre les infidélités de son mari et fait accuser Margot de sorcellerie. Celle-ci sera condamnée et mise à mort sur le bûcher. Philip, inconsolable, se suicide en se jetant du haut des remparts de Diddington Manor. Il n'a alors que 30 ans. De tous ces éléments biographiques, seul Diddington Manor tient de la réalité. Mais il n'y a bien sûr jamais eu d'occupant ressemblant de près ou de loin à Philip. Il leur a fallu plusieurs mois pour établir tous les détails de ce personnage imaginaire. Nous étions alors en 1973, si je me souviens bien. Et ce n'est que quelques 8 à 9 mois plus tard que l'expérience a vraiment commencé. Ils se rencontraient sur une base hebdomadaire dans un local de la société, un endroit qu'on avait baptisé la chambre Philip. Cette pièce n'était utilisée qu'à cette fin. Autour d'une table à cartes, il y avait 8 chaises de métal occupées par les participants, qui se sont rencontrés pendant près de 10 ans. Philip, are you there, Philip? Dans un état de méditation, le groupe était assis en rond autour d'un portrait de Philip, essayant de produire une apparition. 1 an plus tard, il ne s'était toujours rien produit, aucun phénomène, aucune apparition. Philip, we're looking for you. Philip, give us a sign, please. Alors, au tout début de ces séances-là, on a développé une amitié. Cette amitié, au fur et à mesure des mois qui passaient, sans effet de psychokinésie ou de télékinésie. Et à un moment donné, donc, il change de stratégie. Et là, tout à coup, les premiers effets sont sentis. Alors, ce sont ces effets des coups frappés qui venaient au-dessus ou en dessous de la table, et puis des mouvements de table, donc des phénomènes physiques que l'on peut documenter. Give us a sign, Philip. Philip, are you there, Philip? Après 1 mois ou 2 de discussion avec le fantôme imaginaire de Philip, les participants ont commencé à entendre des coups sur la table. Les gens disaient par exemple « Bonjour Philip » ou « Allô Philip », et aussitôt, ils ressentaient un coup juste sous le bout de leurs doigts. Ou encore, si un visiteur se présentait et prenait place en disant lui-même « Bonjour Philip », il ressentait à son tour un cognement sous ses doigts. Ces coups étaient audibles et ont été enregistrés sur bande. Ils avaient aussi une enveloppe sonore tout à fait caractéristique. Nous avons publié tous les détails de cette étude sonore. Les cognements ont éventuellement cédé la place aux secousses de la table. Puis elle a commencé à se déplacer pour enfin se renverser littéralement sur le côté. Pour les participants, ces phénomènes étaient la preuve du succès de l'expérience. Les manifestations offertes par Philip sont bien loin des apparitions tant souhaitées. Mais tout de même, le groupe demande, Philip répond. Et étonnamment, ses réponses sont toujours en accord avec sa supposée biographie. Au gré des séances, Philip devient de plus en plus entreprenant. Après les 3 coups frappés, voilà qu'il se manifeste en soulevant la table, la faisant valser sur 2 ou 3 pattes. Nous avons été très prudents pour éviter toute forme de manipulation. À plusieurs reprises, nous avons tenu nos soirées de glissade. Nous placions sous les doigts des participants des feuilles d'un papier très fuyant. Si quelqu'un avait alors essayé de pousser sur la table, ses mains auraient glissé sur le plateau à cause du papier. Il est clair que dans ces circonstances, les mouvements de la table n'étaient pas produits par quelqu'un exerçant une poussée. Dans d'autres cas, lorsque l'occasion nous était donnée de filmer l'expérience, nous placions 2 participants, l'un en face de l'autre.
Si l'un d'eux avait soulevé les genoux pour faire bouger la table, on l'aurait vu. Or, il est clair que ce n'était pas non plus ce qui se produisait. Philip, are you there, Philip? Nourris et encouragés par des résultats aussi spectaculaires, d'autres groupes dans le monde ont tenté la même expérience avec d'autres personnages imaginaires. Ils en ont à peu près tous tiré des résultats analogues, mais sans plus. À ce moment-là, on s'est dit qu'on avait trouvé la stratégie où on allie en même temps donc la spontanéité, la rencontre à chaque semaine, et aussi un certain encadrement expérimental. Et là, on s'est dit, on a trouvé la recette pour provoquer à volonté ce genre de phénomène-là. Eh bien, on s'est aperçu que cette seule stratégie-là n'était pas suffisante, mais il fallait aussi beaucoup de ténacité de la part des participants. Il semble donc que l'au-delà ne soit pas l'unique réponse aux manifestations de soi-disant esprits. Par contre, près de 30 ans après l'originale expérience de Philip, les parapsychologues demeurent tout aussi perplexes aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque sur les mécanismes générant ces manifestations. Il est intéressant de noter que la communauté scientifique ne s'est jamais vraiment intéressée à l'expérience de Philip, pas plus qu'à toute autre expérience du même genre. Pourquoi, je l'ignore. Je suis personnellement convaincu que nous pourrions tous atteindre un certain niveau d'habileté psy, si nous savions comment y parvenir. Il est vrai que la communauté scientifique est toujours un peu à la traîne derrière l'expérience humaine. Je pense qu'il n'y a aucune autre raison. Que ce soit du côté de l'école spirit, que ce soit du côté de l'école parapsychologique, on ne peut pas arriver avec des preuves scientifiques parce que la preuve scientifique implique que non seulement on puisse observer les phénomènes, les reproduire à volonté, mais ensuite qu'on puisse les expliquer, c'est-à-dire avoir une théorie qui nous permet ensuite d'en prédire l'émergence. Alors finalement, le dossier reste ouvert. Malgré l'abondante documentation qui existe au sujet de l'expérience de Philip, celle-ci reste méconnue du public. Pourtant, à défaut de nous renseigner sur l'au-delà, cette expérience remet en question toutes nos valeurs et nos croyances sur la nature profonde de l'homme. L'univers de notre esprit serait plus méconnu que l'au-delà? Lundi, dès 22h, entrez dans les coulisses d'une enquête policière avec Histoire de crime. Et à 23h... En 1989, à Beauport, près de Québec, une maison de la rue Monseigneur-Gauthier est devenue le théâtre de phénomènes insolites de type poltergeist. Et tout comme pour l'expérience de Philip, des caméras ont capté ces événements. Mais s'agissait-il réellement d'un esprit frappeur? En ce matin d'août 1989, le temps est gris à Beauport, en banlieue de Québec. Pendant que la jeune Nancy se prélasse dans son lit, sa mère termine son déjeuner. Soudain, un bruit sourd, juste au-dessus de la tête de Nancy, ramène celle-ci à la réalité. Quelques secondes plus tard, un autre bruit, cette fois beaucoup plus violent, la sort définitivement du sommeil. À quelques centimètres de son lit, le mur est défoncé. L'adolescente est terrifiée. Le manège, qui dure déjà depuis plusieurs semaines, fait dire à tous les locataires de la maison que l'heure du déménagement vient juste de sonner. Des choses étranges se sont passées à Beauport, près de Québec, à l'été de 1989. On a rapporté qu'une maison se donnait en spectacle de manière sporadique. Quel phénomène se produit dans la maison? C'est que le mur avance quand vous le lavez. Et puis, ça fait du bruit comme ça. Fait que vous ne pouvez pas avoir mieux que vous avez présentement dans le visage. Nous-mêmes avons été sceptiques. Quelqu'un frappe de l'autre côté. Mais des policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement. Les locataires ont commencé à être témoins d'étranges phénomènes. Évidemment, tout cela les a effrayés et ils ont cherché des réponses. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
C'est Madame Godbout qui, la première, entend un bruit sourd venant du mur qui la sépare de sa voisine. L'impact est si puissant que le placo-plâtre se détache de la cloison. Madame Godbout croit Madame Cochrane responsable de ce bruit. Dans les 48 heures qui suivent le premier coup, les locataires de la maison rue Monseigneur Gauthier entendront 19 de ces détonations. À chacune d'elles, c'est tout l'édifice qui vibre. Désemparés, les locataires contactent la ville de Beauport qui envoie sur les lieux un de leurs inspecteurs en bâtiment. Il y a une madame qui m'a dit, quand j'y étais, ça venait juste de se produire. Elle a dit, restez ici, là, M. Dubé, ça va se produire. Puis elle a dit, appuyez-vous l'épaule après le mur, puis elle dit, allez voir, elle dit, qu'est-ce que ça fait? J'attendais des claquements. C'était des claquements, pas comme des petits coups de fusil. Et puis je me suis appuyé l'épaule après le mur, et puis tout d'un coup, là, ça a frappé. J'ai été projeté assez pour être saisi. Fait que là, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui était anormal qui se produisait. Après quelques jours, les nerfs sont à fleur de peau rue Monseigneur Gauthier. Tout le monde accuse tout le monde. Tout le monde soupçonne tout le monde et personne ne croit plus personne. Les locataires de la maison hantée, comme on dit dans le voisinage, ont un urgent besoin d'aide. Les pompiers et les policiers, bien, ont fait des enquêtes un peu partout, à savoir ce qui se passait dans cette maison-là. On a tout d'abord cru à des émanations de gaz qui auraient pu s'échapper du sol et créer une pression sur la structure de la maison. Gaz Métropolitain a alors dépêché une équipe technique afin d'y effectuer des analyses. Pendant qu'on était en dedans, on a entendu un bruit fort à l'étage, un bruit comme un coup de poing dans le mur. On est monté, on n'a vu personne, on n'a rien vu, mais on a terminé notre expertise, puis effectivement, il n'y avait aucune trace de gaz naturel et de méthane dans l'édifice. Une équipe de la télé locale, s'emparant du cas, a même filmé un ingénieur géologue qui, lui, soupçonnait le sol argileux d'être responsable de tout ce branle-bas. La cloison qui bouge est une cloison qui agit un peu comme une membrane et si elle bouge, c'est parce qu'elle a des secousses qui viennent des murs et non du toit. C'est ce qu'on appelle le tassement différentiel. La pression des murs sur la membrane proviendrait de l'effet d'assèchement du sol dû à l'absence de précipitation. Dans les jours qui ont suivi ce reportage, la région connut des précipitations abondantes, mais rien ne changea. De plus, si le sol avait été responsable de ces détonations, pourquoi les autres maisons du voisinage auraient-elles été épargnées? Si les maisons voisines n'étaient pas affectées par ces phénomènes, il fallait peut-être regarder l'année de leur construction, voir comment avaient été construites leurs fondations et aussi analyser leur sous-sol. Il y avait peut-être un énorme rocher sous la maison voisine de celle où ces manifestations étaient observées. Son soutien aurait pu être tout à fait différent. En l'absence d'explication rationnelle de la part des experts, les rumeurs de poltergeist n'ont pas tardé à circuler. Le 4 août, en après-midi, la ville de Beauport ordonne l'évacuation de la maison afin d'assurer la sécurité de ses occupants. Pour plusieurs d'entre eux, il n'y a aucun doute. Ces manifestations, qui les terrorisent, sont dues à des esprits maléfiques, à des poltergeists. Pour les 4 familles impliquées, ce cauchemar allait bientôt prendre fin. À peu près. J'étais couchée, je n'ai pas eu bien mes connaissances, j'ai entendu le bruit puis j'ai sorti de ma chambre. Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation. À ce moment-là, les gens étaient presque en panique, propriétaires, locataires. Les gens avaient crainte et ils avaient peur de ce qui se passait. Et les gens ne voulaient plus rester là, ne voulaient pas coucher là ce soir-là. Durant le mois d'août,
les locataires sont revenus dans leur ancien appartement afin d'y récupérer leurs effets. Il semble que les bruits y étaient moins puissants et plus espacés. Si bien que, à la fin d'août, l'étrange phénomène semblait terminé. Les esprits avaient définitivement quitté l'immeuble du 3566 Monseigneur Gauthier. Je ne suis pas un fervent de fantômes, d'ovnis ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la bâtisse est encore là et qu'elle est habitée. Selon moi, il est possible que l'été particulièrement sec de 1989 soit en quelque sorte responsable du phénomène de Beauport. Un phénomène dont l'explication est probablement naturelle. Certainement pas surnaturelle. Lorsqu'il est question de manifestations d'outre-tombe, les chercheurs en parapsychologie s'identifient surtout à deux écoles de pensée. Les survivalistes, qui croient que les poltergeists sont l'œuvre d'entités désincarnées, et les psychologistes, qui, eux, au contraire, pensent que ces phénomènes ne sont qu'une simple manifestation involontaire d'un pouvoir encore inconnu du cerveau, comme semble le démontrer l'expérience de Philip. C'est un débat qui est à la fois mystique et scientifique. Notre âme contre notre esprit. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toutes les explications rationnelles, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance ?